Bonjour à tous, bonjour Julien. Bonjour Damien, merci pour l'invitation. Bienvenue et surtout merci à toi d'être venu de Belgique. Tu es voisine, mais ça fait quand même un petit bout pour venir passer 45 minutes, 1 heure avec nous. Mais c'est très important parce que tu as écrit un livre important. Je dis un livre, mais il y en a 2. Alors je ne sais pas s'il y en a 2 ou il y en a un, on va en reparler. Mais d'abord, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, enfin nous dire un petit peu ton parcours pour arriver à écrire des livres de sexologie? C'est quand même pas rien. Oui, donc j'ai commencé à travailler en tant que sexologue en 2008 environ, et je travaille donc depuis 2008 avec des adultes principalement, des couples, où je fais également des séances individuelles. Je travaille beaucoup en visioconférence maintenant, Ouais. Et donc j'ai commencé l'écriture du premier livre il y a déjà quelques années maintenant. Je pense que j'avais des choses à dire par rapport à ce que je percevais en tant que sexologue en consultation. C'est-à-dire que j'avais vraiment envie de témoigner de ma pratique et puis de pouvoir transmettre par écrit ce que je transmettais dans le cadre de mes consultations. Donc toute cette idée par rapport à la sexualité, par rapport à la fonction que j'attribue à la sexualité qui est pour moi une activité qui permet d'exprimer une facette intime de sa personne. Et donc, on est très, très loin d'une sexualité génitocentrée, oui, ou centrée sur la performance, ou on n'est pas du tout là-dedans. On est plutôt dans l'expression d'une facette intime qui ne peut pas être dévoilée, révélée dans la vie de tous les jours, puisqu'on fonctionne beaucoup par des rôles, par des fonctions, avec toutes les convenances et les règles de savoir-vivre, de politesse et compagnie. Alors d'ailleurs, oui, le premier, effectivement, s'appelle Les 10 commandements de la sexualité, avec un sous-titre « Comment devenir l'auteur et l'acteur de sa vie sexuelle ». Et le suivant, presque simultané, « Je baise donc je suis », couverture rouge, mais de toute façon, c'est frappant, ça accroche, parce que là, tu as fait le choix de ne pas mettre d'image, c'est tout rouge et c'est simplement marqué « Je baise donc je suis ». Oui. Alors c'est très provocateur, évidemment, mais de toute façon, dans le livre et dans ton ton, tu n'hésites pas à manier aussi la provocation pour secouer un petit peu le lecteur. Ça fait du bien, parce que effectivement, on a beaucoup de livres qui prennent le lecteur dans le sens du poil, et donc là, toi, tu n'hésites pas à nous malmener, disons-le. Quelle est la différence déjà entre les 10 commandements de la sexualité et Je baise donc je suis, pour que là aussi les auditeurs puissent choisir? Après tout, ils peuvent préférer l'un ou l'autre. Tout à fait. Alors les 2 livres, je les ai écrits quasiment en même temps. À la vérité, j'ai écrit Je baise donc je suis avant les 10 commandements, mais la parution était vraiment toute proche. Le premier, c'est un essai. Je baise donc je suis, c'est un essai, et donc ça veut dire que je développe certaines idées, certaines thèses, on peut le dire. Donc c'est un style d'écriture en fait qui est assez différent des 10 commandements de la sexualité, où dans les 10 commandements de la sexualité, je fonctionne un peu par thématique, par commandement. Et donc, je propose 10 commandements de la sexualité pour pouvoir faire de la sexualité, finalement, cette expérience personnelle dont je parlais tout à l'heure. Donc, l'approche est un tout petit peu différente, mais le fond est tout à fait le même. Je ne change pas de thèse, je ne change pas d'idée d'un livre à l'autre. C'est juste que je sais que des personnes ne sont pas à l'aise avec la lecture d'essais, qu'elles sont beaucoup plus à l'aise avec la lecture de livres qui pourraient s'apparenter à des sortes de guides. Voilà. Oui, tu dis bien des sortes de guides, parce que dans tes livres, tu es très sévère, effectivement, avec les guides qui nous proposent finalement du prêt-à-porter, alors que ta démarche est toute l'inverse. Oui, j'ai beaucoup de mal avec les auteurs qui écrivent, et surtout s'ils sont sexologues. Attention, j'en fais. Oui, je sais, je me suis renseignée, mais j'ai beaucoup de mal avec les sexologues ou avec les journalistes qui se disent spécialisés dans la sexualité, ou avec les coachs qui écrivent sur la sexualité et qui en fait alimentent une vision très génitocentrée de la sexualité, une représentation de la sexualité très particulière, et qui, dans leurs livres, font croire, alors c'est très vendeur, mais font croire aux lecteurs qu'il suffirait de lire le livre, le guide, pour pouvoir bien faire les choses. C'est un peu comme s'ils essayaient de transmettre une sorte de mode d'emploi de la sexualité. Et donc, moi, je suis très, très fâchée par rapport à cela. Parce qu'en consultation, mais je reçois des personnes qui me disent, mais avant de consulter, avant de venir chez vous, j'ai essayé de m'en sortir par moi-même. Et donc, j'ai fait des lectures, que ce soit sur l'internet ou dans des bouquins. Je suis tombée sur les bouquins. J'ai suivi
tout cela et ça n'a pas fonctionné. Et donc ça veut dire que je suis normale. C'est-à-dire qu'il y a une remise en question de la personne, de l'individu, et pas finalement du guide ou de la méthode qui était proposée. Et là, ça va pas. C'est pas d'un point de vue sexologique. Je suis assez fâchée par rapport à ces auteurs. C'est vrai que c'est un gros paradoxe parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup d'éducation à la sexualité ou parce qu'il y a besoin d'un apprentissage et de certaines choses. Alors, on va pas revenir sur les notions d'anatomie, de fonctionnement du corps qui sont importantes, évidemment. Et paradoxalement, on a un moment où il faut se détacher de ça, et ça n'est plus un livre de recettes pour savoir réussir à la tartiflette, quitte à l'adapter après. Là, c'est vraiment, non, il n'y a pas une recette pour réussir un plat. Il y a le plat que vous faites avec votre partenaire, et c'est le vôtre. Tout à fait. Et alors, c'est pour ça que je voulais commencer par ça. Effectivement, le sous-titre de « Je baise comme je suis », c'est « Contre une sexualité standardisée, spectaculaire, marchande », parce que tu insistes beaucoup sur le fait que, finalement, sans qu'on s'en rende compte, on nous infuse ce que serait une sexualité normale. Alors, évidemment, je mets d'immenses guillemets. Mais en tout cas, on nous fait croire, finalement, des choses qui sont fausses, puisqu'elles ne correspondent pas à notre nature, enfin, à notre personnalité, à tout ce qu'on veut, quoi. Oui, il y a des sortes d'injonctions par rapport à la sexualité aujourd'hui, et ces injonctions traduisent une représentation de la sexualité, alors que j'appelle une sexualité standardisée, c'est-à-dire une sexualité, on ne sait pas très bien à qui elle appartient, mais en tout cas, elle ne nous appartient pas réellement. Mais donc, cette représentation de la sexualité, elle est diffusée par différents médiums, la publicité, la télévision, enfin, elle est partout autour de nous, mais dans le discours politique aussi, dans les chansons, c'est juste qu'on s'en rend pas compte, en fait. Et donc, à la longue, on est tellement bombardé de cette représentation de la sexualité qu'on en vient à penser... Mais c'est la sexualité normale, entre guillemets. C'est-à-dire, c'est la sexualité à laquelle je devrais accéder pour, soi-disant, être épanoui sexuellement. Alors voilà. Ça, on va en reparler quand on va revoir, puisque je me suis centré sur le chapitre 5, 6 et 7. Évidemment, je vous invite tous à lire le livre en entier, les livres, si vous voulez. Après tout, l'un ou l'autre style peut vous convenir. Je vous invite à les lire en entier parce que chaque chapitre est vraiment très important. Je voulais simplement commencer, même si je ne balaye pas toute l'intégralité du chapitre, par cette idée, effectivement, qu'il faut se détacher de cette sexualité qu'on nous vend, standardisée, hétérogénitalisée, on va en reparler, ça par contre. Mais donc, je voudrais commencer tout de suite par rentrer sur cette idée du lâcher-prise. Parce que c'est vrai que c'est un thème, là aussi, qu'on voit beaucoup, qu'on voit partout. Et toi, tu commences tout de suite par t'étonner, je cite le passage, par cet encouragement à lâcher-prise, nous sommes invités à arrêter de vouloir contrôler les choses qui nous échappent ou qui nous font mal. Mais tu poses la question, comment devons-nous comprendre cette notion quand elle s'étend dans le cadre de la sexualité ? Oui, alors c'est quoi cette histoire de lâcher prise et comment l'appliquer à la sexualité ? Alors le lâcher-prise, effectivement, c'est une notion un peu fourre-tout. Depuis très très longtemps, on entend cette notion pour plein de choses. Et donc pour la sexualité, moi je préfère plutôt parler d'un état de désinhibition. C'est-à-dire que le lâcher-prise, c'est un état de décontraction musculaire, c'est un état de lâcher-prise mentale, c'est-à-dire ne plus être dans des pensées parasites, ne plus être concentré sur ce qu'on a fait de la journée ou ce qu'on doit faire le lendemain. C'est être connecté à quelque chose d'autre, et c'est là où ma perception de la sexualité est très liée à la sensualité. Ce qui va permettre le lâcher-prise, c'est justement le fait, alors il y a différentes conditions, le fait d'être dans un lieu confiné, c'est-à-dire à l'abri du regard des autres, les autres étant ceux qui ne participent pas à l'activité sexuelle, le fait d'établir une relation de confiance avec son partenaire, mais c'est aussi effectivement pouvoir être donc dans cet état de lâcher prise, de désinhibition, et que l'on peut acquérir simplement en focalisant notre attention sur les stimulations sensorielles autour de nous. Et donc c'est là où la sexualité pour moi est quelque chose de très en lien avec la sensualité. Mais le lâcher prise, c'est aussi cet état de désinhibition, c'est aussi accepter finalement que l'activité sexuelle, cet espace-temps qu'est la sexualité, eh bien, il peut nous permettre, il n'y a pas d'obligation, mais il peut nous permettre d'exprimer une facette de nous-mêmes. Et cette facette de nous-mêmes, on ne sait pas toujours très bien de quoi elle est composée. Et donc, c'est un lâcher-prise aussi par rapport à cette dimension de nous-mêmes, en disant, je ne sais pas très bien comment je vais me comporter, je ne sais pas très bien ce que je vais aimer au niveau de la sexualité, au niveau de la pratique sexuelle, mais en tout cas,
je suis dans une démarche de lâcher prise aussi par rapport à ça. Est-ce que d'ailleurs ça n'est pas un peu rassurant de se cantonner à la sexualité commerciale, vendue, standardisée, plutôt que d'oser aller, alors je dis oser, je fais un petit clin d'œil à nos amis de la collection Oser que j'aime beaucoup évidemment, oui. Mais est-ce que ça n'est pas plus rassurant et plus facile? On choisit la facilité finalement. Oui, c'est très rassurant de se dire qu'il aurait une bonne façon de faire les choses, oui. Et donc qu'il suffirait d'être un bon technicien de la sexualité, c'est-à-dire une caresse par-ci, 2 doigts par-là, et puis oui. Tout fonctionnerait très très bien. Oui. C'est très rassurant, et je pense qu'on est aussi très paresseux et qu'on a envie des choses très rapides et sans faire beaucoup d'efforts. Oui. Et donc, c'est un aspect que je travaille avec mes patients en disant mais vous souhaitez une sexualité qui puisse vous convenir, qui soit à l'image de la personne que vous êtes. Et donc, il va falloir repenser peut-être certaines dimensions de votre vie quotidienne. Le rapport au travail, le rapport aux enfants, en termes de disponibilité, par exemple. Il y a quantité de choses que l'on va devoir réaménager pour pouvoir dégager à la fois du temps et à la fois de l'énergie pour pouvoir se consacrer à la sexualité. C'est comme si la sexualité, on pouvait l'envisager comme un projet, comme un plan. Et on fonctionne par projet dans plein d'aspects de notre vie, en fait. Pourquoi par rapport à notre métier, par rapport à, je sais pas, si on veut apprendre une langue étrangère, si on veut se muscler ou perdre du poids, on va fonctionner spontanément, en fait, avec cette idée de projet. On va réaménager notre quotidien pour qu'il s'adapte à notre objectif. Ouais. Et avec la sexualité, on est plutôt paresseux. On voudrait très vite quelque chose qui nous convienne sans se remettre en question. C'est compliqué. Oui, c'est là où je disais tout à l'heure, tu bouscules parfois un peu le lecteur. C'est vrai que tu mets le lecteur devant sa paresse érotique, finalement. Oui, vous choisissez la facilité. Enfin, tu le dis pas comme ça, mais dans l'esprit, en tout cas, je l'ai perçu comme ça. Qu'est-ce que vous faites pour votre sexualité? Est-ce que vous y accordez l'importance que vous dites y accorder? Et en réalité, on s'aperçoit que non, on le fait pas. Qu'est-ce que vous investissez? Quels efforts vous êtes prêts à faire, comme tu disais à l'instant, dans des tas d'autres domaines quand on veut obtenir un résultat. Alors, on n'est pas dans la performance, je précise tout de suite pour les lecteurs, ça n'est certainement pas un livre qui va vous dire il faut être performant dans la sexualité. Par contre, qui vous invite à ouvrir une porte que vous n'avez peut-être pas pensé à ouvrir. Mais en tout cas, on n'est pas du tout dans la performance, mais on est quand même dans cette idée, et je reviens du coup sur le lâcher-prise, cette idée que il y aurait une partie intime de notre être qu'il faut regarder en face. Oui, donc il n'y a pas d'obligation finalement à développer sa sexualité. On peut tout à fait avoir une sexualité qui ne nous convient pas, une sexualité pauvre, triste, ou une sexualité dans la performance, qu'importe. Il n'y a pas, en tant que sexologue, je n'ai rien à imposer à l'individu. Par contre, à partir du moment où on souhaite une sexualité qui soit plus en accord avec la personne que l'on est, plus agréable à vivre, plus dynamique ou plus tonique, on pourrait dire, plus vivante, il va falloir faire certaines choses. Il va falloir agir en ce sens. Donc, il y a pas d'obligation à avoir une sexualité qui nous convienne. Par rapport à ce que tu disais, on n'est pas dans la performance à tout prix. Du coup, j'ai un peu oublié ta question. J'ai fait une parenthèse et je te la relance tout de suite. Je te la relance tout de suite parce que tu dis que beaucoup ont peur d'être dépassés par leur part d'ombre qu'ils imaginent être constitués de désirs et de fantasmes bizarres, extravagants, pervers ou même anormaux. Donc que beaucoup de gens ont peur de leur sexualité. Oui. C'est, je ne sais pas si toi tu le remarques dans ta pratique sexologique, mais quand on commence à travailler, à développer l'imaginaire érotique avec les patients, quand on dit mais tiens, qu'est-ce qui aujourd'hui fait sens érotiquement, fantasmatiquement pour vous? À quoi vous êtes sensible? Qu'est-ce qui peut vous émouvoir? Les personnes savent pas trop, ou alors elles ont des anciens restes comme ça, de petits scénarios, des petites images, et quand on les encourage au travers de la littérature érotique, par exemple, à développer, à réactualiser leur imaginaire, beaucoup de personnes disent « mais je ne peux pas m'autoriser à fantasmer sur quelqu'un qui n'est pas mon partenaire ou ma partenaire, par exemple, sur... Il y a une peur de l'inconnu par rapport à cette facette intime et par rapport à mais qu'est-ce qui peut me mettre en mouvement, qu'est-ce qui peut me motiver dans la sexualité. Ça peut faire peur. Oui, ça on le rencontre vraiment en clinique très souvent, effectivement, où on a, alors je parle des patientes parce que je vois essentiellement des patientes, mais on a des patientes qui ne s'interrogent pas en fait sur ce qui pourrait les émouvoir, les faire bouger, les exciter, qui n'osent pas le faire.
qu'est-ce qui les en empêche? Sinon, peut-être effectivement certaines injonctions socioculturelles qui privent la femme de cette liberté que beaucoup d'hommes s'autorisent. Mais effectivement, en consultation, on le voit très souvent. Les gens n'osent pas. Tout à fait. Et je pense que c'est important de rappeler que cette part de l'imaginaire, ça appartient juste au monde de l'imaginaire, que c'est pas la réalité. Il faut être très clair. Dans le monde du fantasme ou de l'imaginaire érotique, pour pas employer tout de suite le mot fantasme qui est tout de suite est connoté, mais en tout cas, dans l'imaginaire érotique, tout est autorisé, tout est permis. Tout à fait. Mais ça surprend les gens. Tout à fait, oui. Et ça ne doit pas être communiqué absolument aux partenaires non plus. C'est-à-dire que ça fait partie d'un jardin secret. Ça, voilà, tout à fait. Oui, on peut le garder pour soi, on peut l'explorer pour soi, on peut le faire. On peut le faire pas seulement dans la masturbation, on peut le faire même quand on est dans les transports en commun. On peut imaginer. Il peut y avoir des tas de déclencheurs. Alors tu invites d'ailleurs beaucoup. Alors c'est en ça aussi que là aussi, je précise pour les futurs lecteurs que si ça n'est pas un guide, en revanche, il y a énormément de pistes pour que ça soit une forme de guide, en tout cas, où effectivement tu montres des choses. Vous y allez pas, mais en tout cas, tu montres des choses et tu montres que à un moment, en tout cas, je ne sais plus dans quel des 3 chapitres sur lesquels je me suis focalisé, peut-être dans d'autres d'ailleurs, qu'il y a beaucoup de déclencheurs qu'on peut utiliser. Alors aussi, moi, je pensais tout de suite à la publicité du gars qui vient réparer le toit, ou etc., et qui est très musclé, qui est très beau. Voilà, un petit peu, je tombe dans les standards, mais pourquoi pas, si je suis au travail, d'un seul coup, fantasmer là-dessus, si j'ai envie de fantasmer là-dessus. On peut se l'autoriser, il faut se l'autoriser. Oui, c'est-à-dire que je pense que, alors pour pouvoir fantasmer et pour pouvoir potentiellement réutiliser notre environnement ou des éléments de notre environnement que l'on pourrait mettre dans notre imaginaire érotique et donc des éléments qui pourraient servir notre sexualité et principalement notre moteur du désir, je pense qu'il faut déjà développer une sorte de conscience. Pouvoir peut-être prendre conscience de là où l'on est, c'est-à-dire des instants que l'on vit, pouvoir se poser et pas juste, tu parlais des transports en commun là maintenant, il y a plein de gens qui sont sur leur smartphone dans les transports en commun. Évidemment, on ne se rend pas disponible pour cet environnement. Et donc je crois que c'est la condition première pour pouvoir ou utiliser en tout cas les éléments de notre environnement dans notre sexualité. Il faut se rendre disponible pour cela. Oui, tu insistes d'ailleurs à être ouvert, curieux. Quand je parlais tout à l'heure d'investissement, oui, il faut être prêt à s'investir dans ce domaine si on veut. On ne devient pas, disons, familier d'une pratique sans la faire. Donc il faut le faire. Oui, tout à fait. Et au début, ça n'est pas si spontané. C'est vrai aussi que je saute un petit peu très rapidement, mais pour faire un court passage sur la pornographie, parce que c'est pas le thème du jour, mais et même si tu ne nies pas qu'il peut y avoir des aspects positifs comme négatifs, on va pas prendre position sur le débat, mais en tout cas, tu soulignes que là, encore une fois, on nous enferme un petit peu. Tu es beaucoup plus pour la lecture, pour l'imagination finalement un petit peu libérée que renfermée dans les tags finalement qu'on trouve sur les sites pornographiques. Oui, qui fonctionnent par catégorie et par standardisation pour le coup. J'ai revu ma position par rapport à la pornographie et je pense que j'étais un peu plus laxiste quand j'ai écrit les ouvrages dont on parle là maintenant. Je termine l'écriture d'un autre ouvrage sur la pornographie, sur la dépendance à la pornographie. Entre-temps, il y a une sorte d'explosion du nombre de patients en consultation pour le motif de la pornodépendance. Et donc je me suis dit, mais en fait, la pornographie reste un poison, d'une certaine manière. Donc, c'est vrai que j'encourage beaucoup les patients à utiliser comme support la littérature érotique. Mais tout simplement parce que, contrairement à la pornographie, ça fait travailler l'imaginaire. C'est-à-dire que quand on lit quelque chose, il y a tout un travail de représentation, d'élaboration qui se fait, de personnalisation du texte également qui se fait, qu'il n'y a pas dans la pornographie. Et dans n'importe quel type de pornographie, que ce soit la pornographie grand public, la pornographie soi-disant éthique ou féministe, c'est pareil, parce que le but de la pornographie va être d'exciter rapidement le spectateur. Et donc, on ne va pas le laisser rêvasser ou personnaliser les choses, ça, c'est pas possible. C'est pas le même support. Et donc la littérature érotique pour moi est un outil vraiment très très intéressant pour toute personne qui souhaite redévelopper ou réactualiser son imaginaire. Oui. Alors on parle souvent de bibliothérapie, ça s'applique évidemment à la sexualité aussi. Tout à fait. Et là aussi les genres sont très variés. Alors avec cette nuance à nouveau qu'on trouve quand même aussi beaucoup de littérature érotique qui veut imposer certains
certains standards. Je pense en particulier à la dark romance ou des choses comme ça qui tend à établir quasiment en standard le fait que la sexualité doit être brutale, violente, ce qui est le choix de certains évidemment, hein, mais comme si c'était effectivement la clé et l'oméga d'une sexualité épanouie. Il y a aussi des dangers avec la littérature, il faut la varier. Oui, alors la littérature érotique ne représente pas une version de la sexualité ou ne propose pas plutôt une représentation neutre ou adéquate, on pourrait dire, de la sexualité. Ça reste des représentations de la sexualité, tout comme les comédies romantiques proposent une représentation de la sexualité, les films porno, les séries. Donc, je ne dis pas que la sexualité dans la littérature érotique est plus intéressante que ce que l'on voit par ailleurs, mais il y a plus de diversité, j'ai l'impression. Et comme il y a ce travail de représentation mentale qui se fait quand on lit, la personne peut quand même beaucoup plus facilement se distancier peut-être du texte pour se réapproprier le contenu du livre. Oui, et puis on est quand même dans un univers de fait, puisqu'il est écrit imaginaire, alors qu'il y a une illusion de réalité dans le porno qui fait, et tu le dis d'ailleurs, tu le soulignes dans le livre, que on voit pas que le plan a été coupé, qu'il a été repris, que l'homme est en érection pendant, enfin voilà, on voit pas les pannes, on voit pas les difficultés, on voit pas, et on voit pas très souvent la sensualité et l'aspect cérébral qu'il peut y avoir dans l'érotisme. Évidemment, souvent ça disparaît dans la pornographie. Et dans puis le c'est livre, l'image. Et puis c'est de l'image. L'image a une force quand même très très différente du livre. Ce que l'on voit, on a tendance à le prendre pour vrai. Quand on lit, c'est différent. On est plus à distance déjà. Complètement. Alors tu proposes aussi alors je reviens ici un instant quand même sur la disponibilité parce que ça aussi c'est important. Tu insistes beaucoup sur le fait qu'il faut être suffisamment libre, suffisamment disponible. Tu parlais tout à l'heure de planification, d'organisation, sur le fait qu'on a besoin aussi parfois de se créer un environnement. Et là aussi, tu es très nuancé parce que dans un sens, tu dis, je l'ai perçu comme ça, tu me dis si je me trompe, mais attachez plus d'importance à l'environnement que vous créez autour de votre sexualité. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous devez imposer à l'autre votre environnement privilégié. Il faut garder de la souplesse. Tu parles en termes d'ambiance, par exemple, de préparation. Oui, donc on en revient à la sensualité. Et quand je disais que la sexualité est pour moi une affaire de sensualité, c'est vraiment cet aspect-là, pouvoir se focaliser sur notre environnement. Et donc on peut tout à fait construire cet environnement. Alors on peut parler d'ambiance, c'est-à-dire nourrir notre environnement avec des stimulations sensorielles qui nous sont adaptées en termes de lumière, en termes de température de la pièce, en termes de décoration, en termes d'objets, en termes de stimulation olfactive, auditive. Enfin, il y a plein de choses à mettre en place. Et je pense que dans la sexualité, il y a quand même une démarche très très importante pour que quelque chose prenne dans la sexualité. Il faut être égocentré. On ne peut pas sans cesse se préoccuper de l'autre en disant si je fais ça, dans quelle mesure est-ce que ça te convient ? Ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il faut un minimum d'égocentrisme pour qu'une sorte de canal, selon moi, soit ouvert et qu'il y ait quelque chose qui puisse être partagé ou qui puisse être un état dans lequel on peut se mettre, comme l'état de lâcher prise, de désinhibition. À un moment, on ne peut pas arriver à cet état, on ne peut pas interagir sexuellement pour moi avec l'autre s'il n'y a pas cet état, si on n'est pas connecté à nos sensations, à ce que l'on ressent, à ce que l'on vit. Oui, moi je dis assez régulièrement à des patientes, soyez égoïstes, c'est-à-dire que tout l'acte n'est pas forcément égoïste, et encore que parfois il peut l'être, mais soyez-le, parce qu'on a aussi souvent cette idée qui a été beaucoup plus imposée socioculturellement aux femmes, évidemment, de faire plaisir à l'autre. Tout à fait. Évidemment on aime dans la sexualité que l'autre ait du plaisir, donc évidemment que c'est un jeu entre faire plaisir, se faire plaisir, avoir du plaisir, mais si on n'a pas cet égoïsme à un moment d'être focalisé sur son plaisir à soi, finalement, on n'est pas vraiment en connexion avec cette nature intime Tout à, fait. À laquelle tu invites dans tes livres. Tout à fait. Pour moi, alors on adopte une posture qui est une posture soit de technicien, une posture de spectateur de la sexualité, c'est-à-dire que le corps peut être engagé. On peut faire les choses, tout à fait, un peu comme un automate, une sorte de pilote automatique. Je vais faire ça parce que ça va lui convenir, ou je vais faire ou me comporter comme ça, ou dire ceci, ou...
voilà, parce que je sais que ça va faire plaisir. Et on peut trouver, d'une certaine manière, un plaisir dans le fait de faire plaisir. Mais on n'est pas connecté à sa sexualité. Et certains patients expriment tout à fait bien ça en disant, mais j'ai l'impression d'être tout à fait ailleurs. J'ai l'impression d'être sorti de mon corps, en quelque sorte, d'être la posture du spectateur. C'est vraiment ça. Le spectatoring qui est une des plaies, effectivement, ou en tout cas une des sources de dysfonction sexuelle qu'on retrouve. D'ailleurs, dans ce que moi j'appelle le cycle du désir, qui se termine par différentes satisfactions de façon un peu caricaturale, ce que j'ai appelé la satisfaction sexuelle avec ou sans orgasme d'ailleurs, satisfaction émotionnelle et satisfaction du ou de la partenaire. C'est toujours très amusant parce que les patientes, quand on évoque ça, disent « Ah bah oui, bien sûr que c'est important ». J'ai dit « Attendez, non, on va le prendre dans l'autre sens ». Quand je dis satisfaction du partenaire, là je parle de la vôtre. C'est-à-dire, est-ce que vous offrez ça ou votre partenaire peut se nourrir de la vôtre de satisfaction? Parce que si vous êtes simplement un distributeur de plaisir, il manque quelque chose à la relation sexuelle. Oui, tout à fait. C'est là où je disais tout à l'heure, mais il y a un canal qui ne fonctionne pas. Le canal n'est pas ouvert, en fait. Il y a une communication sexuelle, il y a un partage, il y a une exploration par rapport à soi et par rapport au rapport à l'autre qui n'est pas ouvert. Il n'y a pas d'expérience à ce niveau-là qui se fait. C'est ce genre de sexualité, de mon point de vue, est très peu intéressant. Ça rejoint aussi une des notions importantes, même si elle n'est pas dans les 3 chapitres sur lesquels on est ciblé, qui est, tu as dit tout à l'heure, la confiance du partenaire. Dans les livres, tu invoques aussi cette idée que c'est secret, voilà, ce qu'on se partage dans l'intimité, même après la séparation, c'est comme le secret professionnel. C'est que même après, ça reste secret. Même si on n'est plus ensemble, ça reste secret. Ce qu'on s'est fait, ce qu'on s'est dit, voilà, ce que je t'ai dévoilé, il faut qu'il y ait cette confiance totale pour qu'on puisse se livrer vraiment et être en vraie connexion. Oui, c'est-à-dire que cette facette intime à laquelle je faisais référence, elle est possible si on a la certitude d'être dans une relation de confiance avec notre partenaire. Si on a un doute en se disant, mais ce qui est vécu durant cet espace-temps qu'est l'échange sexuel. Si je crains que cela soit dévoilé dans l'espace public, sur la place publique, ça va être problématique. On ne va pas pouvoir se laisser aller, on ne va pas pouvoir se lâcher et se connecter à notre facette intime. Tout à fait. Oui, d'autant que, là je saute au chapitre 7, le caractère subversif finalement, d'aller vers sa sexualité, en tout cas celle qui nous convient. C'est même, c'est perturbateur pour tout le monde, pour l'ordre social, ça peut l'être pour le ou la partenaire. Tu invites à ça. En quoi, effectivement, c'est subversif ? C'est subversif dans le sens où toutes les convenances que l'on adopte, toutes ces règles de savoir-vivre qu'on adopte dans la vie de tous les jours, et des règles de savoir-vivre qui sont très liées à nos fonctions, aux différents rôles que l'on a dans la société. Le fait que l'on soit parent, employé ou patron, on a des façons de se comporter qui ne sont pas les mêmes. Et donc on a bien intégré ces règles qu'on nous a inculquées dès notre plus jeune âge. C'est dis bonjour, dis merci, regarde-moi quand je te parle, ou ce genre de prescription. Et donc c'est vrai que dans la sexualité, ou en tout cas dans la façon dont j'envisage la pratique de la sexualité, eh bien toutes ces convenances, toutes ces règles, en fait, elles peuvent ne plus exister. On peut tout à fait se permettre de les laisser tomber et donc d'exprimer cette facette un peu plus intime, un peu plus privée de notre personne qui ne peut pas se dévoiler dans l'espace public. Oui, il faut quelque part, et je crois que tu le dis, il faut quelque part oublier ce savoir-vivre. On n'est pas... Oui. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cadre non plus. Oui, il y a, le consentement, par exemple, reste incontournable. Tout à fait. Je ne suis pas en train de dire tout est possible et on fait n'importe quoi. On reste dans la légalité, Exactement. Il y a un cadre législatif qui vient donner une sorte de pourtour, mais dans cet espace... plein de choses sont possibles. C'est vraiment je le vois vraiment comme une sorte de terrain de jeu, d'exploration de soi et du rapport aux autres, vraiment. Oui, alors moi j'ai un test que j'utilise beaucoup avec les patientes, un test visuel d'excitation pour tester, explorer un petit peu ces univers érotiques d'excitation. Et avant de faire le test, quand je demande est-ce que vous avez repéré ce qui vous excite, etc., il y a très peu de choses. Et en fait, quand on voit, alors dans le test il y a plus de 800 scènes, donc il y a vraiment de quoi faire, on découvre qu'il y a plein de choses que vraiment, dans ce fameux cadre que tu délimitais,
on reste dans un petit territoire. Alors, est-ce que c'est un territoire rassurant? Je ne sais pas, mais en tout cas, on reste dans un petit territoire et on s'autorise pas à cette exploration qu'on pourrait avoir avec un partenaire ou une partenaire de confiance. C'est lié à l'imagination, selon moi. Je crois que les limites de cet espace, elles sont surtout les limites de l'imagination. Et donc, on peut se comporter en faisant peut-être toujours un peu les mêmes choses ou en restant dans une zone de confort, on va dire. Et puis, on peut aussi décider de partir sur des choses et explorer, expérimenter. La sexualité, c'est une pratique, c'est la pratique de la sexualité. Et donc, je ne parle pas des pratiques sexuelles, mais de la pratique de la sexualité. C'est une expérience, c'est quelque chose qui se vit. Et parfois, c'est vrai qu'on peut avoir des idées en disant, mais ceci pourrait me plaire ou cela pourrait me tenter. Et puis, en fait, il n'y a qu'une seule façon de le savoir, c'est de s'y confronter, c'est de vivre la sexualité, c'est de pratiquer la sexualité. Et donc, c'est vrai, effectivement, on reste parfois peut-être un peu dans quelque chose de très limité en termes de sexualité, mais je crois que c'est lié à notre imaginaire. Et donc, d'où l'intérêt d'avoir un imaginaire érotique qui va être réactualisé, dynamique et auquel on est connecté. Je reprends la métaphore culinaire, d'autant que je crois que tu as fait un livre aussi sur des plats, des recettes, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà. Est-ce que finalement, ça n'est pas une tendance naturelle de l'être humain de rester sur sa zone, alors sinon de confort, disons d'habitude? Parce que là aussi, pour les plats, on peut être inventif, on peut être créatif, comme on peut toujours manger la même chose ou revenir au même plat ou aller au restaurant chinois, parcourir la carte et se dire une nouvelle fois je vais passer 10 minutes à regarder et finalement je vais reprendre la même chose. Là aussi, l'imagination, je dirais spontanément, on l'a peut-être pas tous. Alors, est-ce que c'est qu'on manque d'imagination? Est-ce qu'on sait qu'on n'a pas d'entraînement pour l'imagination? Ou est-ce que la force de l'habitude est trop puissante? Les habitudes, c'est confortable, c'est super confortable et les habitudes sont nécessaires aussi à notre vie, par rapport au fonctionnement de notre vie. Je crois que pour développer son imagination, encore une fois, il faut prendre du temps, il faut dégager de l'énergie. Et donc, je crois que c'est là aujourd'hui la difficulté chez quand même pas mal de personnes. J'aimerais avoir des idées, mais pourquoi vous n'avez pas d'idées? Je sais pas. Je réfléchis pas, j'y pense pas. Donc c'est comme si, mais c'est vrai que dans notre culture, l'imagination c'est pas quelque chose que l'on développe beaucoup. Si on prend des enfants qui sont par exemple un peu rêveurs à l'école, on va dire mais arrête de rêvasser et puis reconnecte-toi à ce que tu es en train de faire. Et donc l'imagination c'est bien dans une certaine mesure quand on est adulte, quand ça sert une activité professionnelle ou qu'on est dans le domaine et qu'on doit être créatif, mais sinon, c'est plutôt perçu comme une perte de temps ou comme un aspect de notre personne qui n'a pas véritablement à être développé. C'est pas nécessaire d'une certaine manière. Et pour la sexualité, c'est fondamental. Oui, c'est vrai. Tu parlais tout à l'heure des gens dans les transports qui sont sur leur smartphone ou qui vont être absorbés par une activité plutôt que de se laisser partir dans leurs pensées, rêvasser, imaginer, etc. Tout à fait, et évidemment, les nouvelles générations qui arrivent, à qui le temps se remplit tellement facilement comme ça qu'il n'y a plus cet espace pour penser, pour rêvasser, pour rêver. Et Maud Serpin, qui était invitée d'un podcast précédent sur les fantasmes, puisqu'elle est l'auteur d'un livre sur les fantasmes féminins, on attend les fantasmes masculins, mais en tout cas là c'était les fantasmes féminins, disait bien que les participantes aux ateliers de créativité, pas forcément d'ailleurs érotique, de créativité, étaient stupéfaits de leur pouvoir, en fait, qu'elles n'utilisaient pas. Il y a vraiment un pouvoir de l'imagination. Tout le monde en a. Tu le dis d'ailleurs dans un livre. Simplement, on ne l'utilise pas. Oui, alors je pense qu'il y a des personnes qui ont une imagination, l'imagination ou les capacités imaginatives peuvent varier d'une personne à l'autre. Il y a des personnes qui sont un peu plus, où l'imagination va être plus visuelle, c'était dans une capacité à produire des images, et puis des personnes où, en termes d'imagination, ça va plus passer par des mots. Par des phrases, par des pensées. Donc les gens vont beaucoup plus écrire. J'ai des patients comme ça qui développent leur imaginaire, non pas en lisant de la littérature érotique, mais en écrivant. Voilà. Et donc c'est très intéressant. Mais donc on a un fonctionnement, je crois, au niveau de l'imaginaire et un rapport à l'imaginaire et à nos compétences, à nos capacités imaginatives assez singulier, je crois. Mais on a tous
ces capacités que l'on peut potentiellement développer. Et ce n'est pas parce que dans la vie de tous les jours, on aurait un rapport très cérébral ou très analytique au monde, et absolument pas dans la création ou dans l'imaginaire, qu'on ne peut pas aussi, à certains moments, se connecter et développer ces compétences de l'imagination. Oui. Ce n'est pas impossible. Si on y accorde du temps, et si on a la volonté de le faire, on peut le faire. Oui. Et ce que je trouve très encourageant, c'est que une fois qu'on commence à développer ces capacités, eh bien, assez rapidement, on voit l'état d'avancement, j'ai envie de dire, on se dit, mais ça y est, il y a quelque chose, en fait, qui est en mouvement en moi. Et ça, c'est très, très, très encourageant. Oui, à quel point c'est facile, finalement, d'imaginer, de laisser s'emballer son imagination érotique dès qu'on pratique, quoi. Oui. Et alors, il n'est pas nécessaire de passer beaucoup de temps. C'est pas des séances d'1 heure. C'est effectivement, ça peut être dans les transports en commun, dans la salle d'attente, c'est-à-dire des sortes de moments perdus, un peu, où a priori, on fait rien, ou alors on perd un peu le temps, ou on passe le temps à des activités qui sont pas très intéressantes en soi. Mais c'est justement ces moments-là qui sont peut-être essentiels dans notre vie quotidienne, qui ont une plus-value pour notre sexualité, ou en tout cas qui peuvent avoir une plus-value pour notre sexualité. De toute façon, l'argument « j'ai pas le temps » est irrecevable, on est bien d'accord. Oui. On est dans des sociétés quand même extrêmement confortables. J'ai passé 18 mois en Polynésie, dans les îles de Polynésie. Je suis revenue récemment. Le confort et la facilité de la vie est vraiment tout à fait autre. Et quand je suis revenue il y a quelques semaines, je me suis dit, mais on est dans des environnements extrêmement, extrêmement confortables. On a tout à portée de main, et par ailleurs, on est super fatigué, super stressé, on n'a pas une très bonne santé mentale non plus, il y a quand même un problème. Il va quand même falloir se poser et prendre le temps pour certaines choses. La sexualité, on peut tout à fait se poser et développer son projet par rapport à la sexualité, je crois. D'autant que tu le soulignes dans le livre, c'est vraiment le lieu où on peut être le plus soi-même, le plus intime, le plus en connexion avec... Et c'est là-dessus que je voudrais terminer ce podcast, qui n'aurait pas de fin sinon, sur le côté renouer avec... son animalité, ou en tout cas renouer avec ce qu'il y a de plus profond en soi. Ça aussi, c'est un programme ambitieux et un programme qui peut faire peur à certains. Oui, les termes sont peut-être très, très forts, très puissants, et en même temps, c'est quand même cette facette intime, c'est une sorte de nature profonde, je l'appelle aussi, ou un d'être véritable, donc comme je le disais tout à l'heure, qui ne peut pas s'exprimer, qui n'a pas sa place dans la vie, dans la vie de tous les jours. Et pourtant, se connecter à cette facette intime de nous-mêmes, ça permet de rééquilibrer peut-être un peu d'un point de vue de notre identité ou d'un point de vue psychique, les moments liés à la sexualité où l'on peut justement laisser se dévoiler cette facette de nous-mêmes, ils viennent un peu contrebalancer tous ces moments qui peuvent être très frustrants, très brimants dans le quotidien, parce que justement on a des rôles à tenir, il y a des conventions, il y a des codes. Donc je crois que révéler, ou en tout cas vivre sa facette intime, ça permet de se vivre plus pleinement. Alors les choses ne s'opposent pas pour moi. C'est pas comme s'il y avait notre facette par rapport à la vie quotidienne et la facette intime et plus authentique. Mais c'est juste un ensemble. Et donc ça permet de laisser, se connecter à cette facette intime permet de se vivre plus entièrement, de façon plus cohérente sans doute. Mais c'est vrai que ça peut faire peur. Oui, ça peut faire peur parce qu'on a aussi des patientes ou des patients qui confondent un petit peu finalement ce qui se passe dans la sexualité avec ce qui se passerait dans la vie. Par exemple, je pense à je dois être à l'écoute de ma compagne, voilà. Et on parlait tout à l'heure de l'égocentrisme ou de l'égoïsme nécessaire parfois à certains moments dans l'acte sexuel, qui viendrait heurter une valeur qui a évidemment toute sa valeur, mais en l'occurrence qui ne s'applique pas. Tout à fait. C'est pour ça que je dis que la sexualité ou l'activité sexuelle est un espace-temps particulier. Et donc on peut se permettre
de se mettre à nu, dans tous les sens du terme, dans cet espace-temps de la sexualité. Et donc, on peut tout à fait être... j'ai souvent cette réflexion par rapport à des patientes, mais on peut être féministe dans la vie de tous les jours et puis adopter un rôle très soumis dans la sexualité. Alors, c'est très cliché ou caricatural, mais c'est comme ça. Oui, avec Maya Madorette, quand on avait fait Peut-on être romantique en levrette, c'était pour montrer aussi ce paradoxe. Ne mélangez pas tout, évidemment, que c'est, on doit, si on aime ou pas, parce qu'on peut avoir du sexe sans aimer la personne, hein, pas tout, les connexions sont possibles, mais en tout cas, qu'on respecte la personne, ça n'est pas une preuve d'irrespect quand on est dans des actes sexuels où on se comporte de façon irrespectueuse, entre guillemets, si c'est souhaité par les deux partenaires. Oui, donc, tout à fait. Est-ce que, justement, quand tu parles d'érotiser la pratique sexuelle, j'aimerais bien t'avoir sur cette notion. À la fois, tu t'intéresses et tu t'intéresses pas aux pratiques sexuelles. Ça me paraît un peu paradoxal. C'est pas les pratiques qui comptent, c'est quoi qui compte? C'est ce qui se passe dans la tête. Ah, d'accord. Finalement, c'est vrai que je fais cette différence entre la sexualisation et l'érotisation. Oui. Les deux procédés, en fait, visent la même chose, c'est de provoquer le désir. Sauf que dans le cas de la sexualisation, en fait, c'est généralement une instance extérieure à l'individu qui met en place ce procédé. Ça peut être la publicité, par exemple, quand on parle de société sexualisée ou hypersexualisée, on sait ce que c'est. Donc ça peut être la publicité, mais ça peut être le film pornographique qui va sexualiser des corps, des objets, des accessoires, je sais pas, les hauts talons, l'hérésie, ce genre de choses, qui va, pour essayer effectivement de provoquer le désir ou l'excitation chez le spectateur. L'érotisation, en fait, c'est un phénomène beaucoup plus individuel. C'est l'individu qui, lui-même, au travers de son imaginaire, va pouvoir colorer de sexualité ou colorer d'érotisme un objet, un partenaire ou une partie du corps ou une situation. Mais donc pour ça, on en revient toujours un peu à la même chose. Ça nécessite d'avoir un imaginaire érotique présent pour que finalement on puisse mettre cet objet, cette situation, qu'elle puisse trouver une place dans notre imaginaire et donc qu'on puisse intégrer cet élément à nos petites histoires, à nos fantasmes ou à tout ce qu'on se raconte. Eh bien, écoute, Aude, merci beaucoup. Alors, j'invite évidemment les lecteurs à se plonger dans les livres, ou en tout cas un des deux. Vous choisissez le rouge ou le bleu, c'est à votre guise, parce que vous allez non seulement découvrir beaucoup de choses autour de votre sexualité actuelle et tout ce dont on a parlé au début du podcast, c'est-à-dire toute cette injonction à une sexualité très standardisée, spectaculaire, marchande, pour reprendre les termes de Aude, et toute cette génitalisation de la sexualité, qui est vraiment quelque chose de très pauvre par rapport à ce que tu nous proposes, en tout cas ce à quoi tu nous invites dans le livre, qui est beaucoup plus personnel, beaucoup plus intime. Donc c'est tout le paradoxe de cette démarche. C'est pour ça que je suis ravi que tu aies accepté l'invitation, parce que je trouve que c'est important vraiment d'en parler. C'est un livre important qui aura une portée très longue. Donc que ça soit Je baise comme je suis ou que ça soit les 10 commandements de la sexualité, vraiment vous en tirerez les fruits à mon avis très longtemps et peut-être à des moments différents de votre vie et de vos pratiques sexuelles. C'est un livre qui se destine à tout le monde, vraiment. Je pense vraiment que tous les âges sont concernés et intéressés. Et donc, c'est vraiment un moment important pour vous. Vous pourrez le savourer parce que il y a beaucoup de choses. Il est très dense. Vous pourrez le découper en morceaux. Il est à la fois pédagogique, engagé et authentique. Donc, c'est vraiment de très beaux ouvrages. Donc, merci Aude d'être venue dans Sexo Club. Merci à toi. Merci pour ton temps et ton attention. Merci.